BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à tous, merci d'être là, bon week-end et merci aussi d'être fidèles. Vous le savez, chaque fin de semaine à ce rendez-vous qu'on vous propose à la fois sur BFM Business, sur la chaîne YouTube de BFM Tech et en audio, c'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous d'ActuTech de la fin de semaine. Avec cette semaine, dans De quoi je me mêle tout à l'heure, en deuxième partie, un invité exceptionnel puisque je recevrai le directeur général de Bouygues Télécom. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Bouygues fête ses 30 ans. Vous vous rendez compte ? Bouygues Télécom a 30 ans. À l'époque, téléphone GSM, petite antenne, autonomie de 18 minutes. Aujourd'hui, on a des iPhones qui nous permettent de faire plein de choses incroyables. On reviendra sur les 30 ans donc de l'évolution de cet opérateur télécom important en France. Et puis on évoquera aussi bien évidemment l'actualité brûlante, le rachat d'SFR qui avance à grands pas malgré tout. Un grand merci d'être là. Le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. Le club de la presse IT, bien sûr, pour débuter, pour la première partie de ce De quoi je me mêle, avec cette semaine Pierre Fontaine qui est là. Salut Pierre. Salut. Rédacteur en chef adjoint du site BFM Tech et Anthony Morel. Salut Anthony. Salut François, salut Pierre, bonjour tout le monde. Voilà, journaliste que vous pouvez retrouver dans Good Morning Business, sur BFM Business, mais aussi sur RMC à la mi-journée. Alors, autant vous dire que nous allons nous concentrer quand même sur l'actualité de la semaine. C'est la WWDC d'Apple, que vous avez pu suivre d'ailleurs sur BFM Business dans Tech Co, puisque l'heure était plutôt favorable à la diffusion de notre émission, donc on a pu suivre quasiment en temps réel les annonces. Mais ce que je vous propose maintenant dans cette émission, c'est de revenir sur, on va dire, les points importants et puis surtout les conséquences que ces innovations vont avoir sur notre quotidien ou justement qu'elles ne vont pas avoir sur notre quotidien, notamment nous Européens. WWDC qui commence là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quand même un moment important que tu as dû traiter évidemment dans Good Morning Business. Bien sûr. Anthony. Ouais. Déjà pas mal on va dire de signaux intéressants. Dernière keynote de Tim Cook. Oui, il y a un côté un peu émouvant aussi dans cette keynote. On le sentait un peu ému d'ailleurs. On le sentait un peu ému. Alors il a été sobre quand même, mais oui. il n'est pas très expansif non plus. Voilà. Et puis bon, je pense que c'est pas non plus le moment de peut-être verser une larme. Et puis en plus c'est des trucs qui sont préenregistrés, donc c'est toujours. Mais en tout cas, oui, c'était la dernière keynote de Tim Cook en tant que PDG d'Apple, puisqu'on rappelle qu'à partir du mois de septembre, donc les keynotes iPhone en général c'est plutôt début septembre ou mi-septembre, ce sera à ce moment-là John Ternus qui aura pris le relais. Et donc pour le coup c'était une forme de dernier salut. Alors pas totalement, parce qu'on le rappelle que Tim Cook, il va rester dans l'entreprise, il restera président, il aura encore un rôle, notamment de diplomate en chef. De lobbying et de... Exactement, voilà, pour discuter avec Donald Trump, pour gérer toutes les questions qui sont quand même assez compliquées sur le contexte géopolitique, etc. Alors que John Ternus, lui, se concentrera vraiment sur les produits et la vision. Mais c'est vrai qu'on le verra un petit peu moins, il sera un petit peu plus dans l'ombre, Tim Cook. Donc côté un petit peu émouvant pour cette keynote où Apple devait... rattraper son retard dans le domaine de l'intelligence artificielle notamment, c'était ça le gros enjeu. Moi c'est ça qui m'a intéressé, peut-être qu'on pourra parler d'autres sujets, mais c'est un peu l'éléphant dans la pièce, donc on peut peut-être commencer par ça. Mais évidemment. Parce que vraiment c'était finalement qu'est-ce qu'ils ont encore à nous raconter, est-ce qu'ils peuvent encore nous prouver quelque chose sur le volet de l'intelligence artificielle. Et moi si je dois résumer, après on va entrer dans le détail, mais le sentiment général que j'ai eu en sortant de cette keynote, c'était, c'est le même terme d'ailleurs en américain et en français, c'est déjà vu. C'est vraiment, j'ai eu l'impression de revivre un peu la WWDC 2024 quand ils nous avaient annoncé les progrès, Apple Intelligence, la révolution de l'IA, le nouveau Siri, on allait voir ce qu'on allait voir. Et puis en définitive, on a attendu, on n'a rien vu vraiment venir, on a eu tous les retards, on pourra revenir dans le détail, on en a beaucoup parlé, mais en tout cas des retards qui se sont accumulés, des problèmes peut-être aussi de compétences en interne, enfin il y a eu plein de choses. Et puis là, ils nous repromettent qu'on va voir ce qu'on va voir avec toutes ces nouvelles fonctionnalités IA et notamment la nouvelle version de Siri. Bon là, ça semble quand même un peu plus réaliste et un peu plus proche de nous, ça va vraiment arriver dans les iPhones. Pierre, c'est vrai qu'on attendait tout le monde au tournant et on attendait surtout Apple au tournant sur ce sujet. Ouais. Il fallait absolument qu'ils reprennent un peu la main sur cette innovation que tout le monde déploie actuellement. C'est-à-dire que Apple ne pouvait pas avoir de message fort sur l'IA aujourd'hui.
Ils ont eu depuis très longtemps un message fort sur l'IA quand on parlait de machine learning, etc. Et effectivement, depuis la révolution la révolution qui est arrivée avec ChatGPT, en fait, pas celle de l'IA générative. 1789, non, pas celle-là. 2022. De 2022, donc beaucoup plus récente. Effectivement, on sentait qu'ils savaient pas trop où aller. Ils ont fait des partenariats avec OpenAI, pas forcément très révolutionnaires et concluants. Et là, en fait, ils s'est effectivement pris les pieds dans le tapis en 2024. Et cette fois-ci, ils sont revenus, mais ils l'ont fait d'une manière très appelienne et avec d'une certaine manière, on peut dire, avec une certaine modestie, parce qu'ils se sont alliés avec un acteur majeur de l'IA, Google. Donc c'est assez difficile de dire Apple, Google, mais ils sont ennemis. C'est plus compliqué que ça dans le business, on le sait, bien sûr. Ils ont plein de deals ensemble. Mais voilà, ne serait-ce que pour le moteur de recherche par défaut dans Safari, il y en a plein d'autres. Et là, ils ont passé un deal très intéressant où en fait, ils ont réussi à négocier la possibilité d'utiliser le savoir-faire technologique, le fonds technologique Gemini, donc l'assistant, l'intelligence artificielle de Google, pour ensuite le distiller, et j'utilise ce mot sciemment, parce que en fait, c'est le mot qu'on utilise en IA. En fait, ils ont utilisé les modèles Gemini de Google pour instruire, former leur propre modèle ensuite, pour distiller, c'est le terme, distiller le savoir, les compétences des modèles, de modèles beaucoup plus larges, pour créer pour constituer leur modèle de fondation. Ouais, pour qu'on comprenne bien, c'est un peu comme si c'était un cerveau vierge, dénué d'informations. Ça, c'est Google. Et en fait, toute l'intelligence a été rajoutée par Apple, finalement. En fait, c'est l'IA de Google a servi de professeur, d'une certaine manière, au modèle de fondation d'Apple. Donc, il y a bien des modèles de fondation d'Apple qui seront utilisés, alors notamment en mode local sur les iPhones pour les tâches, j'allais dire entre guillemets les plus faciles, basique, pour réécrire du texte, résumer, les choses qu'on demande à l'intelligence artificielle au quotidien. Et pour les tâches un peu plus complexes qui vont demander plus de tokens et plus de complexité, eh bien à ce moment-là, on va passer sur le cloud de Google. Sur le cloud. Oui, voilà. C'est des serveurs de Google mais gérés par Apple. Voilà, c'est ça que c'est avec le logiciel Apple, ça c'est très important. Parce qu'on reste dans le cloud sécurisé d'Apple qu'ils avaient introduit en 2024, et ça c'est hyper important parce qu'il y a toujours cette promesse qui est d'ailleurs une des raisons de leur retard d'une certaine manière dans l'IA, c'est qu'il y a toujours cette promesse de on préserve votre vie privée, vos données, on ne peut pas les consulter. Grosso modo, la promesse d'Apple de la vie privée by design est toujours là, quoi. Bon, sachant que là, on en parle et je pense que ça intéresse évidemment ceux qui nous écoutent. Les gens technophiles auront en tête que effectivement l'IA d'Apple s'appuie sur le fond technologique, comme tu dis, de Google. C'est une très bonne expression, je trouve. Mais en réalité, 90% des gens n'en auront aucune idée au quotidien. C'est-à-dire que vous utiliserez Siri dans votre téléphone, vous ne saurez pas si ça va sur le cloud de Google, si on a utilisé Gemini pour l'inférence ou pour l'entraînement. À la fin, vous vous en fichez un petit peu. C'est l'utilisation au quotidien. Et c'est ça aussi qu'ils ont montré. Ils ont montré en gros, alors si on doit entrer un petit peu dans le détail, la nouvelle version de Siri, parce que c'était quand même le gros morceau. Siri AI, alors qui sera en gros intégré, comme tu le dis, distillé un peu partout dans le téléphone et qui aura aussi une application dédiée et qui, alors, sera à la fois un assistant vocal remanié. Donc ça, c'était une mise à jour nécessaire, évidemment. C'est le fait de pouvoir avoir une discussion en vrai langage naturel, se reprendre, bafouiller, discuter comme on est en train de discuter là et être compris instantanément. Et puis aussi, et ça c'est quand même la force d'Apple, c'est l'intégration dans le téléphone avec tout ce qu'il y a de très personnel et de très personnalisable dans le téléphone, c'est-à-dire le fait que Siri va pouvoir aller piocher dans mon agenda, dans mes messages, dans mes photos, pour pouvoir personnaliser totalement les réponses qu'on va me donner. Et ça va être quand même extrêmement intéressant. Ça, je pense que c'est une des forces d'Apple. Alors certains diront, et ils auront raison, que Google le fait déjà avec Personal Assistant, c'est exactement le même principe en réalité. Et là, du coup, il y a une forme de remise à niveau de la part d'Apple. Ça va être intéressant pour les utilisateurs. Ouais, et puis, il faut quand même signaler qu'on est passé à une autre génération en fait d'assistants vocaux. Depuis que ChatGPT est en vocal, on a découvert en fait un univers incroyable de discussions qu'on peut avoir avec une IA, ce qui n'était pas possible avec Siri, ce qui n'était pas possible avec Alexa, avec Google Home. On voit que tout le monde se met à niveau. Apple n'avait pas le choix finalement. Il devait absolument être à ce niveau-là parce que Siri devenait presque un boulet finalement. Enfin, le Siri ancienne génération. Ça, c'est vraiment old school pour le coup. Voilà. Ouais, t'as raison. Et alors, c'est un peu le malaise que crée cette WWDC. En tout cas pour moi, c'est-à-dire que j'avais l'impression, tu sais, à chaque fois qu'ils faisaient une démonstration en nous disant incroyable, regardez ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle. Et on disait
Bah oui, on sait en fait, parce que ça fait Ça 2 ans qu'on voit des démonstrations ça comme existe ça déjà. et que voilà, OpenAI fait les mêmes et que Gemini fait les mêmes et ça fonctionne très très bien, Après, c'est Ils génial. n'ont pas été trop ostentatoires. Je veux Non. dire, ils ont été quand même assez, Je me moque un peu, mais ils sont obligés de vendre un assez peu. humbles. Ils vendent un peu leur sauce quand même, tu Oui, vois. Ils disent, bien regardez, sûr, ça, bien on sûr. peut faire ça, on peut faire ça. Ils disent, bah oui, c'est sûr, bah, c'est bien que vous puissiez le faire, mais on peut déjà le faire ailleurs depuis un certain Mais temps. c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'en fait, ils ont utilisé des outils de Google, mais ils ont tout refait eux-mêmes. Parce que, par exemple, quand on pose une question à Siri, on pourrait dire, il va faire comme Gemini, il va aller chercher dans le knowledge graph de Google, il va aller chercher dans les données de Google. Non, en fait, ils ont construit leur propre base de données d'information. Et en fait, Apple a pris un savoir-faire, une technologie, pour en fait servir de fondation à ses propres fondations. Enfin, pour distiller ses fondations et créer ses fondations. Et c'est ça c'est hyper important, vraiment hyper important, parce que c'est effectivement, ils n'avaient pas cette capacité en interne à rattraper le train, et en fait, ils ont utilisé le train de Google pour. Alors on peut l'espérer, est-ce qu'ils auront rattrapé le retard ou est-ce qu'ils sont juste à niveau à un instant T, mais en tout cas pour revenir dans la course, mais toujours avec leur approche. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont insisté là-dessus. D'ailleurs, le message, c'est on ne veut pas faire un énième assistant vocal ChatGPT-like, on veut faire un truc qui soit vraiment utile et effectivement qui ait la vie privée comme ligne de fonctionnement avec le plus possible de consultation d'informations en local. Est-ce qu'on peut donner des exemples de cette IA? Parce que c'est vrai que c'est quand même assez abstrait tout ça. Ouais, Je bien pense sûr. qu'il faut vraiment dire ce qui n'était pas possible de faire avant et ce qu'on va pouvoir faire. Alors, quand je dis vous pouvoir faire aux États-Unis, parce qu'on reviendra aussi sur un sujet qui est quand même assez embêtant, voire enquiquinant, voire très enquiquinant, c'est l'absence de ce service en Europe, mais on en reparlera. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Siri AI? Alors écoute, ce que je disais en fait du fait que ce soit intégré dans le téléphone et que ça va pouvoir prendre en compte toutes les informations qu'il y a dedans, un exemple concret qui a été donné pendant la conf, c'est je suis en train de discuter avec un ami d'un concert, par exemple, d'un artiste qui me plaît beaucoup, et en fait l'IA va se mettre un peu en mode agent, c'est-à-dire en mode proactif. Elle va par exemple analyser et déterminer quand est-ce que le chanteur en question est en concert à côté de chez moi. Elle va me mettre dans l'agenda une note de rappel pour quand les places de concert seront mises en vente. Comme ça, oui, c'est vrai, hop, je vais pouvoir prendre les places. Et puis, elle va me proposer un trajet pour aller à la salle de concert en passant par chez mon ami, tu vois. Enfin, elle va en tout cas prendre en compte ce que je lui raconte et être très proactive en fait dans la façon dont elle va agir. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple que j'ai trouvé intéressant, c'est un cas d'usage auquel j'avais pas pensé. Je pense qu'on peut faire exactement la même chose avec ChatGPT. C'était l'addition au restaurant. L'addition au restaurant, c'est pour éviter le sketch de Muriel Robin qu'on connaît tous. Tu vois, le machin, il a pris une salade et tout, le vin au verre ou à la gorgée. Tu vois, c'est compliqué. Et donc du coup, là, tu prends en photo l'addition du restaurant. Et Siri va analyser l'addition. Alors tu peux parler, là tu peux dire François il a pris juste une salade, donc il va juste payer sa salade, et puis moi c'est mon anniversaire, alors je vais prendre en charge les apéros, donc voilà, elle va analyser ça, elle va le diviser, elle va envoyer via Apple Cash une demande à tous les convives et tu peux payer instantanément. Voilà, c'est pas incroyable, c'est pas mal quand même. C'est malin, je trouve ça pas mal, tu vois. Ça facilite la vie au quotidien. Exactement. Et une troisième fonctionnalité que j'ai repérée, que je trouvais intéressante, alors c'est sur l'IA embarquée dans l'appareil photo cette fois-ci. Alors on a souvent les trucs, les gommes magiques, on a vu ça 25 fois. Là, ils ont ajouté un truc alors qu'ils appellent le Spatial Reframing. En gros, c'est la possibilité de changer l'angle de vue d'une photo après qu'elle a été prise. Donc en gros, même sur des anciennes photos, tu peux choisir en fait un angle de vue différent et tu vas avoir une partie de la photo. Là, il faut juste préciser, on parle à la fois de Siri AI et d'Apple Intelligence. Ce sont deux choses différentes, bien sûr. Siri AI, on n'y aura pas droit et on en parlera. Boostage avec Gemini. Et Apple Intelligence, ça, on y aura droit. Donc ça, il faut bien pondérer les deux choses. Mais effectivement, ces fonctions, ils se sont inspirés du savoir-faire qu'ils ont développé pour leur casque Vision Pro avec les photos qu'on prend avec l'iPhone et qui sont visibles en 3D. Et franchement, ça c'est bluffant. Alors bien sûr, on peut pas dire j'ai pris quelqu'un de face, je vais plutôt le photographier derrière. Non. Ça marche pas, c'est un petit peu trop. Mais en revanche, on peut dire il regarde un petit peu à droite, donc j'aimerais bien décaler le plan
pour avoir le visage face caméra, enfin le regard face caméra. Après, moi, je me méfie de toutes ces fonctionnalités qui sont très sympas sur des slides, mais après qu'on n'utilise pas. Enfin, je sais pas, Google avait lancé son truc où, tu sais, quand on fait une photo de groupe, on a tous le sourire, on est tous... Tes amis sont parfaits, regardent tous la caméra. Voilà, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est le problème. Moi, j'ai pas d'amis parfaits. Hein. Non, mais c'est clair. Ouais, c'est clair. mais est-ce que tu penses à utiliser la fonctionnalité? C'est ça. Non, mais c'est ça. T'as pas tort là-dessus. Ouais, bon, enfin, voilà. Mais moi, en tout cas, le truc, c'est que c'est plus une preuve technologique. Oui, c'est ça. Parce que moi, en fait, après, bon, ça va nous éloigner du sujet, mais sur ces photos trafiquées par l'IA, moi, ça me pose toujours un problème. Non, mais c'est vrai. Pour moi, c'est pas un vrai souvenir. Non, si j'ai pris la photo comme ça et qu'elle a un petit défaut, bah, elle a le petit défaut aussi. aussi. Si tout le monde sourit, ça fait un peu Westworld. Voilà, c'est ça. Tu vois, et en fait, ok, ça fait bien. Alors si tu dois envoyer une photo parfaite pour, je sais pas, pour un truc promotionnel, ok, très très bien. Mais pour des photos qui sont des souvenirs, t'as ta mémoire externalisée dans le téléphone. Moi, changer l'angle de la photo, ça me pose un problème en fait. Oui, c'est parce que c'est plus le moment. C'est plus le moment. Non, c'est plus. Voilà, c'est ça. Est-ce que, alors, j'aime bien faire la comparaison avec Alexa Plus parce qu'il y a pas mal de similitudes, je trouve, entre les deux, notamment tout ce qui est IoT, parce que la maison connectée sera gérée aussi avec Siri AI, de manière plus fluide, avec des phrases plus complexes qu'on pourra donner par rapport à aujourd'hui. Mais est-ce qu'on pourra aussi, par exemple, commander un Uber, réserver un resto, tous ces trucs que Alexa Plus, on en parlait d'ailleurs il y a quelques temps de cela dans De quoi je mêle, met en avant, en fait, avec des partenariats avec The Fork, etc. C'est prévu, ça aussi ? En fait, l'objectif, c'est et même plus que Amazon, une des forces d'Apple, c'est son Apple Store, et donc les applications qui sont dedans. Et on sait que les applications, c'est pas juste des trucs qu'on télécharge, c'est des usages, en fait. Donc, bien sûr que c'est prévu d'enrichir les usages, d'intégrer ces usages-là à Siri AI pour pouvoir, au quotidien, se faciliter la vie, automatiser des choses, faire en sorte que la vie soit plus simplifiée. D'ailleurs, alors c'est de l'Apple Intelligence, c'est pas du Siri AI. Moi, je ne sais pas si vous utilisez Raccourci sur iOS. Donc, c'est alors, normalement, c'est pour faciliter la programmation de tâches récurrentes. Et là, souvent, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu casse-pied, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, on n'arrive pas à enchaîner les suites d'actions. Et là, maintenant, on pourra le faire grâce à Apple Intelligence et dire moi, j'ai besoin que chaque fois que je pars du bureau, tu préviennes ma femme que j'arrive dans 35 minutes parce que je vais prendre tel trajet, etc. Et ça sera on n'a plus besoin de faire sa petite programmation. Ouais. C'est-à-dire que là, la révolution, c'est la voix, en fait. Voilà. On parle à une machine qui comprend ce qu'on dit. Ça, c'est quand même assez... Enfin, il y a des trucs où... Moi, je trouve que c'est un des apports. Alors, c'est peut-être mon côté geek, mais ce côté... ne plus avoir à se prendre le crâne sur la bonne petite tournure, le bon enchaînement d'actions pour faire quelque chose qui est une routine qui sera automatisée tous les jours, par exemple, c'est assez génial. Mais après, pour répondre à ta question, je pense que oui, effectivement, là, ça n'a pas été annoncé là, mais évidemment qu'on va aller vers de l'IA full agentique où tu pourras effectivement dire juste ramène-moi chez moi et puis l'IA comprendra que tu veux commander un VTC et le payera pour toi. Enfin, le payera pour toi. Tu payeras, mais ça serait bien. Ce serait vraiment génial. Ça serait top. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Non, mais j'y pense parce qu'on a appris en plus que OpenAI avait signé un partenariat avec Visa, donc pour s'intégrer en fait avec le système de paiement. Ouais. Donc là, on voit bien que l'IA agentique, on arrive vraiment au bout de la logique où vraiment tu n'auras plus qu'à ordonner quelque chose pour que ça se réalise dans la vraie vie. Évidemment, il n'est pas question qu'Apple ne fasse pas partie de cette aventure. Donc, on va y arriver, même si ça n'a pas été annoncé là immédiatement. Après, il y a des questions de briques technologiques, des questions aussi de sécurité, pour ne pas justement que tu arrives et tu dis tu parles à ton ami, je vais prendre un Uber, ça va être super, et puis il te commande un Uber, il te défalque de 25 € sur ta... alors que tu parlais juste à un ami que tu allais en prendre un. Commande un Uber sur l'iPhone de François. Pour moi, bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est un taxi pour Tobruk, un Uber pour Tobruk pour mettre un petit peu les trucs à la mode. Et tu te retrouves avec 1 500 € Oui, bien sûr. Non, moi, j'ai toujours rêvé de commander une Lamborghini sur le compte d'Anthony Morel. Voilà, tu vois, exactement. Ça pourrait être pas mal. Ce sera automatique. C'est même pas rigolo parce qu'il a même pas d'iPhone. Ça marcherait même pas. Exactement. En fait. Exactement. Il y aura sûrement sur Gemini aussi. Oui, ça va arriver. Tout ça pour dire que oui, effectivement, on tend vers ça et c'est la logique des choses et c'est inconcevable. Ce serait inconcevable que Apple ne fasse pas ça à terme. Mais là, en fait, il y avait déjà il ne faut pas oublier que c'était la WWDC, donc c'est la conférence destinée aux développeurs. Donc, grosso modo, regardez, maintenant, vous avez sous les yeux le terrain de jeu qu'on a constitué pour vous, la base. Moi, je suis développeur de, Booking.com, par exemple, de l'appli Booking. Je vais pouvoir insérer une API
qui va se connecter en fait à Apple Intelligence ou à Siri AI pour en fait augmenter l'appli. En fait, c'est ça l'idée. Pour lui fournir un nouveau terrain de jeu, un nouveau terrain d'usage. Sachant que les développeurs d'applications, enfin voilà, Booking, Uber, etc., vont avoir une incitation qui est énorme en fait, sur ces sujets-là. Parce que là, en fait, ce qui est rendu possible avec Alexa, tu avais raison, le parallèle est excellent parce que c'est vraiment ce qu'ils essayent de faire. L'obsession d'Amazon, quand ils ont commencé à travailler sur l'intelligence artificielle, c'était ce qu'ils appellent le voice shopping, c'est-à-dire l'idée que tu puisses finalement acheter quasiment en respirant, quoi. Acheter en parlant. Tu oublies que tu es en train de réaliser un acte d'achat. Supprimer la friction. Mais c'est ça, supprimer la friction pour que ce soit le plus facile possible de venir débiter ton compte en banque. C'est ça, en fait, tout l'enjeu pour Amazon, parce que eux, c'est du e-commerce quand même avant tout, mais ça va être aussi vrai pour Apple. Et donc, évidemment, que pour Uber, que pour Booking, que pour tous les supermarchés, ça va être extrêmement intéressant de développer ces agents IA qui vont permettre de rendre d'une simplicité déconcertante l'acte d'achat. Donc, ça va être un vrai enjeu de ce point de vue-là. Alors, on va rentrer dans le dur là, parce qu'on reviendra juste après cette polémique de l'absence de Siri AI en Europe tout de suite, et puis après on reviendra sur d'autres annonces, parce qu'il y en a eu d'autres, notamment sur les enfants, le contrôle parental. Il y a eu quelque chose aussi. Golden Gate aussi. Oui, exactement. Pardon, c'est ce que tu Non, tu as raison. Mais j'aimerais que, pour terminer Siri AI, qu'on revienne sur le gros problème du moment. C'est que tout ce dont on vient de parler, eh bien, Apple l'a dit clairement, en fait, de manière ouverte pendant la keynote, mais aussi en discutant avec des journalistes européens. En publiant un communiqué juste après la fin de la conférence. Voilà. Tout ce dont on parle, en tout cas Siri et AI, ne sera pas disponible en Europe. Tout à fait. Et il n'y a pas de date de disponibilité. Il n'y a pas de date de disponibilité, avec en plus un message assez dur envers la réglementation européenne, c'est-à-dire que c'est pas moi, c'est vous. Enfin, un peu comme ça. C'est ce que, en tout cas, Apple a une position qui était, on la sentait très remontée. Alors à la fois très posée parce que Apple reste Apple, mais très remontée où ils ont dit, grosso modo, nous on a fait des propositions technologiques pour essayer de se plier aux obligations, aux exigences du DMA, donc le règlement sur le marché numérique. Et on n'a pas eu de réponse, on n'a pas de retour qui nous permette d'avancer. Donc, vu qu'on ne peut pas mettre en place les propositions qu'on a faites qui permettraient à nos yeux de maintenir à la fois la sécurité des utilisateurs et la sécurité de nos systèmes, on ne le déploie pas dans l'Union européenne. Le discours d'Apple est toujours celui-ci. C'est pour la sécurité, c'est pas pour préserver nos intérêts ou notre jardin clos, c'est pour la sécurité des utilisateurs. Et de facto, c'est en partie vrai. Là, en fait, grosso modo, ce qui était demandé par la Commission européenne, c'était de faire en sorte que d'autres intelligences artificielles puissent se greffer sur les plateformes intelligentes qu'ont annoncé Apple. Et donc Apple a travaillé très en amont avec la Commission européenne sur ce sujet, et visiblement, ils ne sont pas arrivés à quelque chose de satisfaisant, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de réponse. Ça, c'était la position d'Apple. Le lendemain, il y a eu la position de porte-parole de la Commission européenne, c'est quand même important de le ramener, qui a dit nous, on n'a eu aucune proposition. Donc, vous pouvez déployer Siri AI en Europe, il n'y a pas de problème, mais nous, on n'a pas reçu de proposition. Donc, on ne sait pas de quoi vous parlez. Donc, qui dit le vrai, qui dit le faux, il y a clairement une bataille de pression de position, clairement. Ça fait maintenant des mois, depuis 2024, depuis l'arrivée de DMA, que Apple est un petit peu vent debout contre ça, contre la position européenne qui, en fait, cherche à protéger le marché européen et à faire en sorte qu'il puisse y avoir des champions européens qui émergent, ou en tout cas qu'il n'y ait pas une dépendance totale aux champions américains. Et puis, effectivement, de l'autre côté, il y a les champions américains qui disent « Ouais, mais vous prenez... alors, j'aime pas cette formulation, mais vous prenez en otage les utilisateurs parce qu'ils n'ont pas la même expérience que partout dans le monde, excepté la Chine où il n'y a rien du tout. Mais vous n'avez pas les Européens n'ont pas une expérience optimale. » Et c'est une réalité, du coup, quand on ne sort pas Siri AI. Anthony. C'est compliqué parce qu'effectivement, en plus, il y en a un qui dit, il y en a un qui ment dans les deux, forcément, parce qu'il y en a un, si Apple dit on a proposé un truc, mais l'Europe n'en veut pas, et l'Europe dit on n'a rien reçu de la part d'Apple, il y en a un des deux qui dit pas la vérité. Il y en a un qui n'a pas regardé ses mails. Voilà, il y en a un qui n'a pas lu ses mails, visiblement. Si on part du principe
que Apple vraiment voudrait déployer en Europe mais ne peut pas à cause du DMA, moi je trouve toujours ça très dommageable parce que j'ai l'impression plus générale, si on sort de ce cas-là particulier, parce que c'est pas la première fois qu'on parle d'une fonctionnalité ou deux fonctionnalités qui sont bloquées à cause de la réglementation européenne et dont les utilisateurs européens sont privés. Et j'ai l'impression que petit à petit, on est un peu en train de se transformer en tiers-monde numérique où en gros le monde entier dispose des dernières fonctionnalités et puis nous ça arrive en général 6 mois, 1 an après, pour une raison un peu obscure en réalité, parce que, je sais pas, sur ce DMA, en réalité, qu'est-ce que ça change ? L'idée, c'était effectivement de faire en sorte qu'il puisse y avoir d'autres IA sur l'iPhone. C'est-à-dire qu'à partir du moment, si j'ai bien compris, Siri et AI arrivent en Europe, il faut qu'Apple propose une solution technique pour que, au lieu de me plugger à Siri et à Gemini, je puisse me plugger à ChatGPT. Mais moi, ça, j'ai du mal je puisse me plugger à Claude ou même à DeepSeek ou Mistral. Oui, mais moi, j'ai du mal à en comprendre l'esprit. C'est-à-dire que Apple, ils font bien ce qu'ils veulent. Ils ont leur univers propre, ils sortent leur téléphone. Personne n'a à leur imposer de mettre si tu veux, on peut faire l'analogie. Tu vois, on peut faire l'analogie avec le navigateur, si tu veux, de ton iPhone. Quand tu installes pour la première fois ton iPhone, on te pose la question de savoir quel navigateur tu veux. Pour moi, il y a une petite... Tu vois, ça peut être Google, ça peut être DuckDuckGo, tu peux choisir ce que tu veux. Pour moi, il y a une petite différence dans le sens où le navigateur, ça avait été mis en place justement parce qu'il y avait un abus de position dominante qui était absolument flagrant à l'époque et que du coup, il fallait qu'il y ait une forme d'équilibre. Là, Apple, ils partent pour le coup avec un coup de retard sur leur intelligence. Personne l'utilise aujourd'hui. Donc, tout le monde est sur ChatGPT, sur Gemini, sur Claude. Donc, pourquoi est-ce qu'ils devraient en plus proposer sur les iPhones, en plus de leur IA, les IA des concurrentes En fait, je trouve ça bizarre. Le point intéressant à soulever... Qu'ils proposent déjà en plus, via les applis. Via les applis, bien sûr, oui, parce que personne n'a interdiction d'installer GPT sur le son point iPhone. Intéressant à soulever, c'est que là, la Commission européenne, elle ne s'intéresse pas à la position d'Apple sur le marché de l'IA, parce que Siri AI, on l'aura sur des produits Apple en Europe, sur les Mac, par exemple. Oui, parce que c'est un gatekeeper. Voilà, parce qu'ils n'ont pas franchi un seuil d'utilisateurs. Ouais. On n'aura pas Siri AI sur les iPhones et sur les iPads, qui sont en position d'avoir suffisamment d'utilisateurs et suffisamment dominants sur le marché pour que l'Europe dise « Ouais, mais alors si vous proposez que votre solution, les utilisateurs, il y aura une sorte de monopole ou en tout cas d'absence de choix, donc il faut que vous ouvriez la porte. » Mais ce que je trouve intéressant, il y a mon côté geek pur qui est complètement d'accord avec toi, au sens où je me dis moi de l'innovation, je veux avoir la dernière innovation, je veux jouer avec, c'est quand même chouette. Et bien sûr que je suis pour ça. Mais d'autre côté, il y a aussi, et rappelons-le, et c'est d'autant plus flagrant depuis l'arrivée de Donald Trump, qui est quand même un peu une girouette géopolitique qui change la vie comme de chemise, qui menace ses alliés et qui menace même ses alliés de ne plus accéder à ces technologies. Et qui met en porte-à-faux aussi toutes ces boîtes américaines pour lesquelles ils travaillent. Qui compliquent leurs tâches. Bien sûr. Il y a une question derrière de souveraineté numérique. Alors, effectivement, pour l'instant, l'Europe est complètement à la ramasse. Elle n'a pas la puissance de feu des États-Unis, mais quand on écoute des gens comme Arthur Mensch, donc qui est quand même le patron, un des 3 cofondateurs et le patron de Mistral, et qui dit il nous reste grosso modo 2 ans sur l'IA pour ne pas se ramasser et ne pas être vassalisé, on peut se dire que mettre une sorte de rempart qui force à l'ouverture sur ce genre de plateforme, c'est pas déconnant parce que ça peut aider des acteurs comme Mistral à proposer des solutions ou à d'autres sociétés à proposer. En gros, c'est un peu comme l'App Store, si tu veux. L'App Store, je ne sais pas combien de dizaines de personnes en Europe ont installé des App Store alternatifs à celui d'Apple, tu vois. Mais au moins, il y a le choix. C'est ça le truc. Mais si tu veux le choix, libre à toi de prendre Siri AI parce que finalement tu es OK avec ça intellectuellement et tu te dis je suis vassalisé, moi je veux rentrer dans l'univers Apple, c'est pas grave. Mais en revanche, si tu as la possibilité d'avoir Mistral comme IA parce que tu trouves ça important, tu veux tester parce que peut-être que mais comme tu le disais, tu peux l'avoir via l'App Store Mistral, je vois pas où est le problème. Oui, mais là parce qu'en fait c'est typiquement intégré dans la commande vocale de ton téléphone, tu vois. Oui, mais bon, là, tu peux pas lancer Mistral par la voix en fait sur ton téléphone. Oui, mais c'est un iPhone, quoi. Enfin, moi, je sais pas, ça me paraît fou, quoi. Les mecs, ils font leur téléphone avec leur système. C'est quand même incroyable qu'on veuille leur imposer de mettre le système concurrent à l'intérieur. On leur impose. Donc, oui, effectivement, on leur impose. Mais alors, d'après ce que j'ai compris, Apple avait proposé une solution
on va dire, de ils ont une transition. sorte de plateforme de confiance. Voilà, parce que Apple sentait évidemment que ça n'allait pas passer, cette histoire-là. C'est intéressant d'ailleurs. Mais c'est ça qui réagissent en amont en se disant on va se faire retoquer, on va essayer de trouver une solution. Ça, bien sûr. Et la solution qu'ils ont trouvée, alors c'est vraiment, je suis pas un spécialiste, mais c'est une espèce d'API qui serait entre l'IA qu'on choisirait et Siri AI, qui ferait un peu la jonction. La jonction. Et en fait, visiblement, l'Europe aurait refusé net cette solution parce que pour elle n'était pas totale. Et en fait, Apple réagit en disant nous, on veut pas ouvrir à des IA qu'on ne connaît pas ou alors qu'on ne maîtrise pas tout l'écosystème personnel d'un iPhone, parce que c'est ça aussi le problème. Et c'est ce qu'Apple met en avant. Et franchement, là, je trouve ils sont plutôt pertinents. C'est sur la question de la sécurité, c'est évident. Ils ont accès, en fait, Siri AI a accès à toute ta vie numérique. Tes SMS, tes mails, ta localisation, etc., tes photos. Tu vois, donc c'est vrai que donner ça, en fait, à la première IA venue, même si, voilà, ça peut poser problème. Mais bien sûr. Même si tu l'avertis, même si tu dis attention, vous allez ouvrir la boîte de Pandore. Et je te dis ça, moi, je suis vraiment, je suis pour l'innovation française, pour l'innovation européenne. J'ai envie qu'on crée des champions, qu'on soit dans la course et tout. Je suis vraiment pro innovation française. Mais pour moi, ça se jouera sur celui qui a la meilleure technologie, pas sur celui auquel on aura imposé que son produit puisse être présent dans les iPhones. Là, en l'occurrence, je suis complètement d'accord. Enfin, si on prend juste sur le niveau IA, Mistral est excellent et de l'aveu même de son CTO que François a interviewé il n'y a pas si longtemps est pas très loin, voire aux portes, juste derrière les géants américains. Néanmoins, si tu compliques leur intégration dans les outils qui sont utilisés au quotidien pour que les gens l'utilisent vraiment, t'as beau avoir le second best, le presque meilleur, ou peut-être même une solution meilleure, elle ne sera pas utilisée parce qu'elle n'est pas intégrée. On sait comment ça fonctionne. On a bien vu au fil des années pourquoi Internet Explorer s'était taillé une part de marché incroyable dans les navigateurs web, parce qu'il était installé là, tu cliquais et c'était le navigateur par défaut. On a vu au fil du temps que les utilisateurs, et c'est normal, sont paresseux. Et moi le premier, je ne juge pas, mais c'est normal. Et donc en fait, là, la position de l'Europe, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est embêtant parce que ça freine l'arrivée de d'innovation intégrée. Ouais, et puis mais c'est aussi légitime de dire votre téléphone, votre plateforme, elle est en situation dominante ou en tout cas très forte sur nos marchés. Ouais. Donc on veut que vous l'ouvriez, que vous permettiez à d'autres acteurs de prendre leur essor. Mais ça donne toujours c'est compliqué. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est nuancé. Je surjoins un peu aussi le truc. Non, mais t'as raison. Mais si tu veux, parce que c'est vraiment plus généralement, j'ai vraiment l'impression que l'Europe, c'est ça, quoi. On est obligé de réguler et de réguler pour dire, mais nous, on existe aussi. On voudrait bien être dans le téléphone quand même, parce que nous aussi, on a des innovations. Et en fait, vous savez ce qui m'ennuie, j'aimerais mieux qu'on soit les meilleurs, tout simplement. Moi, ce qui m'ennuie dans cette histoire-là, c'est qu'on décide à ma place. C'est ça qui m'ennuie. C'est-à-dire que finalement, je suis assez grand pour signer, on va dire, des contrats avec Meta, Facebook, etc., que je ne lis pas, où je dis OK pour accepter des conditions d'utilisation. Pourquoi là, on ne nous informerait pas sur, quitte à ce que Apple soit obligé de faire une campagne de communication conjointe en disant, voilà, aujourd'hui, vous avez votre iPhone, à vous de choisir ce que vous voulez faire. Ouais. Mais au moins, on choisit ce qu'on doit faire. Ouais, là, c'est en fait quelqu'un prend cette décision à notre place. Le truc, c'est qu'en faisant ça, est-ce que tu ouvres la possibilité à d'autres acteurs de se développer ? S'il y a pas, en fait, l'Union, enfin la Commission européenne, elle dit pas. On veut pas de la solution d'Apple. C'est pas ce qu'elle dit. Enfin, d'ailleurs, elle a même dit le contraire par la voix de son porte-parole. Mais elle dit, en revanche, on veut qu'il y ait la possibilité d'une alternative pour justement tu puisses faire ton choix éclairé ensuite. Et c'est ça, en fait, c'est ça le point problématique. Et après, il faudra voir. Vu qu'il y a quand même deux communications, comme on le disait tout à l'heure, où Apple dit nous on a proposé plein de choses, nous on n'a rien reçu. À mon avis, la vérité est peut-être plutôt à mi-chemin, ou peut-être plus du côté d'Apple que de l'Union européenne, ça je sais pas. Mais effectivement, néanmoins, pour que tu puisses faire le choix, d'accusé de réception sur des choses aussi importantes que ça. Bien sûr qu'il y a eu des communications, ça paraît invraisemblable qu'il n'y en ait pas eu. Mais c'est encore une pub pour Apple. Bon, allez, je supprime, je mets à la corbeille. Non, c'était le mail de proposition de DMA. C'est qui ce Tim Cook? Tim Cook.
Et j'ai vidé ma boîte. Ouais, c'est vraiment. J'ai vidé ma corbeille. Non, mais en fait, il y a des grands enjeux et effectivement, peut-être que il y a aussi plusieurs questions. Je pense qu'il y a une vraie question aussi de compétences technologiques. Je sais pas. Enfin, il y a des experts qui travaillent pour la Commission européenne, donc je m'inquiète. Enfin, je sais que par exemple sur tout ce qui est radiofréquence, ils ont des experts hyper pointus qui viennent des différents pays de l'Union européenne. Donc j'imagine assez difficilement qu'ils n'aient pas d'experts européens sur la question. C'est pas juste des bureaucrates. Ça, il faut quand même un peu tordre le bras à cette idée-là. Il y a forcément des experts en IA qui ont été consultés. Alors après, est-ce que les solutions proposées par Apple n'étaient pas du tout satisfaisantes, étaient un peu satisfaisantes? Et en fait, peut-être que l'histoire nous le dira dans quelques années. Mais en tout cas, la réalité, c'est que Siri AI, et pas Apple Intelligence, c'est différent, ne sera pas disponible dans Et on n'a l'Union même pas de européenne. date. On ne sait même pas quand ça va arriver. Il y a aucune date n'a été communiquée. Ouais, peut-être qu'ils en ont une en tête, parce que je pense aussi du point de vue d'Apple, Oui, c'est après, aussi il y a un moyen de. Il y a pas mal de bluffs. Bien sûr, de mettre la pression du côté de l'utilisateur en disant bah regardez l'utilisateur, vous voyez comme on vous brime, c'est pas notre faute. Faites pression sur vos législateurs, sur l'Union européenne. Donc il y a aussi ce petit jeu qu'on avait déjà vu d'ailleurs. Mais je trouve ça plutôt malsain. Je trouve ça plutôt malsain parce que finalement, nous qui sommes en otage pouvons rien faire. Il n'y a rien à faire. Voilà. Tu es obligé d'attendre. Ouais. Et pendant ce temps-là, tu mets en porte-à-faux une institution qui est l'Union européenne. Je trouve qu'il y a vraiment. C'est pas le bon message. Et puis c'est pas le bon timing. Bon, voilà. C'est pas le bon moment. Enfin, moi, je trouve c'est pas le bon moment non plus. Je comprends qu'Apple utilise cet outil de communication, mais je trouve que à mes yeux, ça les dessert un peu. Bon, on voulait parler du contrôle parental, on voulait parler de Golden Gate. On n'a pas le temps, les amis. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est un sujet tellement important et tellement riche que il nous fallait, à mon avis, au moins tout ce temps pour pouvoir vous expliquer notre point de vue, qui n'est pas d'ailleurs figé. C'est c'est pas définitif. C'est pas définitif. Puis dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs. C'est quelque chose d'extrêmement complexe dans les commentaires de YouTube, etc. Voilà, ça sera hyper intéressant. Merci beaucoup à tous les deux. Tiens, on a le petit module bonus. Peut-être qu'on pourra revenir sur Golden Gate et sur le contrôle parental pour les enfants. Alors on reparle de l'Europe et de. Voilà. Non, please non. Mais en tout cas, espérons que tout ça avance très vite. Vous restez avec nous. Autre sujet très intéressant dans un instant, on va fêter les 30 ans de Bouygues Télécom avec son directeur général Benoît Torlotin qui nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.